Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Comme vous voyez depuis lundi, ma voix a un peu changé, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, il y a pas, enfin il y a des risques que je tousse encore un peu pendant cette vidéo, mais pardon. Mais vous verrez que c'est déjà mieux. Du coup, on va revenir sur NXT Heatwave, qui était un show pour moi aussi bien que Money in the Bank. Je vois beaucoup de gens sur internet qui comparent les deux, qui sont en mode waouh, Heatwave c'est 1000 fois mieux que Money in the Bank. Il y a les stats qui disent que c'est dans le top 10 des meilleurs shows de l'histoire de WWE selon un certain journaliste et tout. Bref, honnêtement, bah moi j'ai trouvé ça bien, mais pas au point de dire genre c'est l'un des meilleurs PLE de l'histoire. Enfin, déjà parce que je les ai pas tous vus, donc ce serait compliqué de dire ouais celui-là est forcément meilleur que ceux que j'ai pas vus. Mais même parmi ceux que j'ai vus, bah en fait celui-là il me marque pas tant que ça. Je veux dire d'ici une semaine, j'aurais sûrement oublié les trois quarts des matchs. Et pour moi, je peux pas considérer ce show comme l'un des meilleurs de l'histoire de la WWE, comme le fait un certain journaliste, hein, dont j'ai pas été rechercher le nom parce que je m'en fous. Voilà, parce que à part limite le main event et l'opener, le reste, c'est totalement oubliable. C'est quand même très bien ce qui se passe dans le ring, mais voilà. De toute façon, on va revenir dessus match par match. Donc opener qui pour moi fut une clim, Wesley contre Obafemi pour le titre nord-américain. Je me demande même si mon titre de vidéo ne concernera pas ce match-là, puisque en plus du titre nord-américain, si Wesley perdait une chance, enfin perdait le match plutôt, il perdait le droit de conquérir, enfin de concourir plutôt, pour le titre nord-américain tant qu'Obafemi est champion. Voilà. Et il y a une sorte de malédiction autour de cette stipulation, puisque Seth Rollins avait le même truc avec Damien Priest. Et les deux voilà, ont perdu, donc les deux ont perdu la chance de pouvoir concourir pour le titre dont ils ont été tous les deux de très gros champions. Donc voilà, donc ce qui fait que voilà, je vous ai donné la victoire. De toute façon, le match a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc voilà, c'est pas non plus du spoil, hein, normalement, la plupart des gens ici devraient déjà l'avoir vu. Mais en tout cas, c'était un des meilleurs matchs, je l'ai noté 4 sur 5. Voilà, peut-être parce qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, du fait que Wesley ait perdu. Voilà, j'ai été extrêmement déçu qu'il perde, parce que, en fait, ça fait longtemps que moi, Obafemi, je veux qu'il lâche le titre nord-américain pour aller dans la course au titre NXT. Pour moi, Obafemi, en fait, pour moi, je voyais personne d'autre que Wesley pour le vaincre. Parce que Wesley avait toute son aura d'ancien champion nord-américain, de mec hyper balèze et tout. Et du coup, pour moi, Wesley était le seul qui pouvait globalement vaincre Obafemi. Sauf que ça n'est pas arrivé. Et ce qui fait que déjà, de 1, je me dis, qu'est-ce que va devenir Wesley? Voilà, parce que Wesley, ça fait quand même peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'il est autour de ce titre. Alors, on compte sa blessure dans le temps, hein, mais voilà, il a gagné le titre. Il est devenu champion, il avait fait tout son règne, et puis il a perdu la ceinture. Et puis il s'est blessé. Oui, c'est ça. Non. Attends, il a perdu. Non, il a perdu le titre par Dominique. Ensuite, quand il a eu l'occasion de le récupérer, il s'est blessé. Attends, il s'est blessé une fois ou 2 fois, Wesley, je sais plus. Je me demande s'il s'est pas blessé 2 fois, mais la deuxième fois, il s'est soigné beaucoup plus vite. Un truc comme ça. Parce que je crois qu'il s'était blessé, il était revenu, il s'est reblessé. Ensuite, voilà, il revient. Mais toujours autour de ces histoires autour du titre nord-américain. Ce qui fait que, au final, depuis, je pense à peu près 1 an et demi, 2 ans, il ne fait rien d'autre. Alors si, il a tenté un match de championnat pour le titre NXT contre Carmelo Hayes, quand Carmelo Hayes était encore champion, pour dire à quel point ça commence un peu à remonter. Et du coup, la vraie question, c'est ça, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Wesley? Maintenant qu'il a perdu sa chance, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait?
on sait pas. Et ça me fait un peu peur. Voilà, j'ai hâte d'être jeudi soir pour voir un peu la promo qu'il va faire parce que c'est pas hyper rassurant. Et au Bafemi, pareil, au Bafemi, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on laisse un mec comme ça, vraiment, sur un titre secondaire, un titre mineur, alors qu'il pourrait largement aller sur le titre de NXT? Franchement, le mec, il a le charisme, il a ce qu'il faut pour. En plus, il est excellent dans les matchs à plusieurs. Là, avec Wesley, il a fait un très bon match et tout. Donc, dans les matchs 1 contre 1, face aux adversaires, il est vraiment très très bon aussi. Donc, voilà. Alors, au micro, il est plutôt pas mal. C'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal au micro. En plus, avec le public à chaque fin de phrase, on dit ouh. Alors, je le fais très mal, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça rajoute vraiment un truc à ses promos. Euh, donc pour moi, au bout d'un moment, il faut qu'Obafemi il aille sur le titre principal. Il peut pas rester bloqué là, dans la mid-card, alors que le mec, il a clairement le charisme et tout. Pour moi, les gens, certains vont me taper sur les doigts pour ce que je veux dire, mais pour moi, Obafemi a 1000 fois plus de charisme que Trick Williams et 1000 fois plus intéressant que Trick Williams pour le titre nord-américain, enfin pour le titre NXT, quoi. Je veux dire. Après, moi, j'ai jamais été dans la hype Trick Williams, donc ceux qui étaient dedans, ils vont m'insulter, mais j'en ai rien à foutre, hein. Moi aussi, j'ai le droit de penser ce que je veux, si je suis pas comme vous, bah, et chacun pense les choses différentes, mais voilà. Et le truc, c'est que je me dis maintenant, qui peut vaincre Obafemi? Pour moi, là, il y a personne, à part peut-être Josh Briggs, mais bon, ce serait répéter ce qui s'est passé il y a quelques mois. Mais à part Josh Briggs, je vois peut-être personne qui peut vaincre Obafemi. Donc voilà, le résultat du match, en vrai, il me plaît pas. Enfin, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est que je comprends pas vers où les catcheurs vont aller après ça. Parce que ben, si on avait mis le titre sur Wesley, bah Wesley, il est pas construit comme un monstre comme Obafemi, donc il aurait pu avoir des grosses opportunités, même s'il les gagnait, qui est avec des matchs vraiment excellents. Et pas comme là avec Obafemi, où Obafemi, peu importe qui tu mets en face, tu dis ouais bon, de toute façon Obafemi il va forcément gagner. Donc voilà, en fait ce qui me peine plus c'est le résultat, parce que le match était excellent. Franchement on a passé des très bons moments, Obafemi a très bien dominé à certains moments, Wesley a très bien dominé à d'autres phases et tout, donc c'était vraiment très très cool. Franchement le show était très cool. Enfin le match plutôt était très cool. Mais le résultat me peine un peu. Et puis, ben voilà, il y a aussi eu un petit botch de Wesley. Voilà, mais dans la globalité, l'opener était excellent. Ensuite, on a eu Kelani Jordan contre Sol Ruka pour le titre nord-américain, qui fut un match. Ouais, bof, quoi. Franchement, je crois que c'est un de ceux que j'ai les moins bien notés. Ouais, c'est le deuxième match que j'ai le moins bien noté sur les 5 parce que j'ai pas regardé le kick-off. Mais ouais, je pense que c'est une affiche qu'on aurait mieux fait de garder pour plus tard parce que en termes de catch, c'était sympa. Qu'il a dit Jordan, Sol Roca, ce sont deux très très bonnes athlètes, donc ça va. Mais déjà, ce qui me bloque dans le match, c'est face contre face. Déjà, ça me bloque pour l'investissement. C'est pas simple de s'investir dans ce match. De deux, le fait que Kelly Jordan, j'en ai pas grand chose à foutre, bah déjà ça me donne pas aussi un grand investissement. Mon Sol Ruka, je l'adore, hein. Pour moi, Sol Ruka, c'est elle qui aurait dû être la championne, mais bon, la WWE a décidé autrement, hein, c'est comme ça, on l'accepte. Du coup, je noté le match 3,5 sur 5. Parce que je vais revenir sur un détail, mais qui pour moi concerne absolument tous les matchs. Mais je reviendrai là-dessus sûrement en conclusion. Mais voilà, pour moi le match était plutôt bien, mais tu vois, je retiendrai rien de ce match. Pour moi, c'est parce que Kelani Jordan n'est pas la bonne championne. Euh, J'y réfléchis en fait pendant que je regardais le match, mais en fait, Kelani Jordan, il lui manque beaucoup de choses. Parce que certes, dans le ring, elle est excellente. Ça, je suis le premier à reconnaître qu'elle fait des trucs de dingue dans le ring. Et c'est une excellente athlète. Puis quand on voit son background dans la gymnastique, c'est pas étonnant. Mais à côté de ça, bah, il n'y a pas de perso. Voilà, c'est juste la meuf cool qui est bonne athlétiquement. Sauf que bah, ça en fait pas un bon perso. Donc bon, bah déjà, l'investissement est compliqué pour ceux comme moi qui aiment
voir des personnages s'affronter. À côté de ça, elle a pas de charisme, hein. Je suis désolé, mais elle a pas de charisme. Et au micro, bah, il y a rien non plus. C'est pas incroyable. Ce qui fait que, bah, tu trouves avec elle championne, ben, t'attends juste à bout d'un moment que quelqu'un de meilleur, et c'est pas compliqué de trouver quelqu'un de meilleur dans la plupart des catégories, bah, qui devienne championne. Et ça, c'est un peu triste. C'est que je pense que Kelly Jordan, certes, ce sera la première championne nord-américaine, mais je pense que dans l'histoire, eh ben, on la retiendra pas tant que ça. Parce que bah, il manque beaucoup de choses pour en faire à la base une bonne championne. Donc voilà, c'est assez triste. Après, ce sont des choses qui arrivent et voilà. Mais du coup, voilà, tout ça fait déjà que j'ai du mal à m'investir dans le match parce que je trouve que la championne n'est pas la meilleure des championnes. Sol Ruka, bon, le match est très cool et ouais, pas grand. Non, désolé. Je sors du boulot, du coup, un petit bâillement, petite fatigue. Mais voilà, pour moi, ouais, Sol Ruka, c'était très bien aussi, mais je sais pas, l'investissement était pas là, le match en lui-même, c'était pas non plus une dinguerie. Euh, voilà, je pense que c'est un match, on l'aurait pu en voir en weekly, ça aurait pas changé grand-chose à la dynamique du match. Et ça, c'est très très dommage. Ensuite, on passe à la Chase University contre Axiom et Nathan Fraser pour les titres par équipe. Donc, pareil, un match assez chelou avec à nouveau une dynamique face contre face, ce qui est assez particulier. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, puisque bah, avec mon voyage et tout, j'ai pas vu les 2 derniers épisodes d'NXT. Mais Ridge Holland n'était pas avec la Chase University, donc je sais pas s'il s'est passé un truc qui fait qu'il est parti ou pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai vu l'info que Damon Kemp avait quitté la WWE. Le Quarter Catch Crew arrête pas de changer depuis un petit moment. Mais bon, si on revient sur notre match par équipe, j'ai noté 3,75 sur 5. Ce qui a déjà été beaucoup plus divertissant que le match précédent et que le match suivant aussi. Euh, pour moi, en fait, c'est marrant parce que le show ça fait des montagnes. Enfin, plus ou moins des montagnes, parce que on a l'opener qui est excellent, deuxième match pour moi qui est ouais, moyen, ensuite on remonte sur le match par équipe qui est très bon, et puis on redescend sur le quatrième match qui était vraiment pas ouf, hein, pour moi le pire match de la soirée, et on remonte sur Ben Event qui était pour moi le meilleur match, donc c'est marrant, ça fait des petits pics comme ça, allez hop. Mais le match par équipe, globalement, j'ai trouvé très bien, mais pour moi ce qui pêche, bah à nouveau, c'est cette dynamique face contre face. Le fait que je ne sache pas pourquoi Chase University a ce match de championnat. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi ils ont ce match de championnat. Voilà. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut savoir dans ma notation, qui est très important, c'est que si je mets 4 sur 5 ou plus de 4 sur 5, ça veut dire que le match est un match que j'ai envie de revoir, que je peux revoir. Voilà, j'en sors, je me dis, allez hop, tac, demain je peux me le remater, je vais toujours kiffer. Si je mets moins de 4 sur 5, c'est que le match, soit il était très bien, hein, comme un 375 c'est très bien, mais c'est juste, c'est très bien, mais bon, je vais pas forcément me le remater, voilà, c'était très bien, mais c'est très bien à l'instant T, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir ou de m'en rappeler. Et c'est pour ça que ce match par équipe, j'ai mis à 375 parce que je sais que je le rematerai jamais, j'en ai rien à faire de ce match. Peu importe qui gagne, j'en ai rien à faire. En plus, c'est des fesses qui s'affrontent, bah, voilà, on s'en fout un peu, la dynamique est pas ouf. Enfin, je veux dire, la dynamique entre les catcheurs, entre les équipes, fonctionne très bien. Mais je veux dire, dans une dynamique heel-face, bah, c'est toujours mieux que face-face ou heel-heel. Et du coup, ce qui fait que bah là par exemple jeudi, je me fais une soirée catch avec une amie, bah là c'est clair que ce match-là je vais pas le montrer, quoi. J'en ai rien à faire de le revoir quoi. Y a pas d'enjeu, il y a pas, voilà, c'est pas ouf. Mais ça reste quand même un bon moment à passer. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, à part que du coup ce sont Nathan Fraser et Axiom qui vont conserver leur titre, notamment avec le running kick d'Axiom. Ensuite, on passe à ce qui pour moi a été le pire match de la soirée.
peut-être aussi parce que c'est le match que j'attendais le plus. Roxanne Perez contre Lola Vice pour le titre de NXT. Je l'ai noté 3,25 sur 5. Voilà, c'est la pire note. Parce que c'était quand même divertissant. Mais déjà, plusieurs choses n'allaient pas. À nouveau, la dynamique heel pour moi, c'est pas ouf. Pardon. C'est pas ouf du tout. À côté de ça, il y a le fait que on a construit Lola Vice extrêmement forte pendant très longtemps, avec ses victoires Breakout Tournament, avec ses rivalités depuis, notamment le fait d'avoir vaincu Shayna Baszler par décision, voilà. Du coup, on l'a construit super forte, et pendant ce match, Lola Vice n'a quasiment rien fait. Elle s'est faite dominer pendant plus de 90% du match par Roxanne Perez, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi cette meuf qui avait l'air aussi puissante, qui a réussi à dégommer Shayna Baszler, qui est, je crois, celle qui a le règne ou le règne combiné le plus long de NXT, qui a dominé NXT comme un monstre. Lola Vice, elle bat ça, et ensuite elle se fait poutrer comme une merde par Roxanne Perez. Bon, je dis pas que Roxanne Perez est nulle, mais je veux dire, pourquoi tu construis quelqu'un super fort? C'est final, genre le match il est faible. Ça fait un peu le même effet que Solo Sikoa. Solo Sikoa, qui est construit hyper fort avec sa promo en mode ouais, Cody Rhodes, je vais venir te chercher, je vais t'exploser. Et dès qu'on arrive à Money in the Bank, hop, le mec il se cache, il va pas affronter Cody Rhodes. Tu dis, what? Pourquoi? C'est pas ce qui a été construit quelques jours avant, je comprends pas. Et là, bah, c'est un peu pareil, le Hava se construit super forte, mais ne fait quasiment rien dans le match. Elle se fait dominer comme il n'y a pas par Roxanne Perez, alors elle va quand même essayer de revenir quelques fois, mais globalement, elle fait pas grand chose de la Vice. Et ouais, le match, franchement, je me suis ennuyé, j'avais envie de passer à autre chose parce que voir deux quatre choses que j'adore faire un match aussi moyen, voilà, surtout qu'en plus pour gagner Roxanne Perez elle fait je sais pas au moins 3, 4, 5 pop rocks, un sur la table des commentateurs et puis plusieurs dans le ring et machin. Et tu te dis mais pourquoi faire autant de pop rocks si l'autre de toute façon elle se fait poutrer comme une merde pendant tout le match, je veux dire. Et il y a vraiment des choses dans la construction qui fonctionnent pas et c'est très dommage. Après, c'était pas non plus mauvais, mais ça aurait pu être tellement mieux avec ces deux femmes-là. Et on termine par le main event, Jevon Evans, Shawn Spears, Ethan Page et Trick Williams pour le titre de NXT. Et c'était... Pardon. C'était sympa. J'ai noté 4,25 sur 5, c'était le meilleur match de la soirée. Mais il y a deux choses qui fait que j'enlève des points. Déjà le fait que ce soit un match à spot, parce que globalement c'était quasiment que des gros spots pendant tout le match, et ça me dérange un peu. Je veux dire, je peux pas mettre un 5 sur 5 à un match qui est juste un match à spot. Voilà. Je peux donner des très bonnes notes parce qu'en général les matchs à spot on passe des très bons moments, on est divertis et tout, ça y a pas de souci. Mais les matchs à spot pour moi ça peut pas être des 5 étoiles quoi. Et le problème que j'ai, c'est que on ne suit pas forcément de dynamique dans les rivalités. Je veux dire, il y a une sorte de rivalité qui s'est installée entre Jevon Evans et Shawn Spears, une entre Trick Williams et Ethan Page. Mais quand tu regardes le Fatal 4-Way, les rivalités sont pas vraiment mises en avant. C'est vrai, tu regardes, on en a rien à foutre. Des rivalités qui étaient déjà en place. Et ça, pour moi, ça enlève des points. Certes, en termes de divertissement, je passe un meilleur moment que les autres matchs, notamment l'opener. Celui-là, je le reverrai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même ce problème que les rivalités sont pas spécialement respectées. Il se passe des choses, des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est pas un heel qui fait ça? Genre, Jevon Evans qui veut faire un rebond sur la troisième corde et qui se fait repousser à travers la table des commentateurs. Techniquement ça aurait plus été un heel qui aurait tendance à faire ce genre de move, que là c'est Trick Williams, le babyface ultime de la compagnie, de la compagnie de NXT. Tu te dis ok, ça a pas trop de sens. Bref, plein de choses étaient un peu bizarres. Et
Et je trouve que c'est parce qu'on n'a pas respecté ces dynamiques de rivalité qui auraient donné encore plus de poids et plus d'importance à ce match. Parce que là, je trouve que ça manque beaucoup par moment, et c'est normal puisque bah, ils n'ont pas forcément travaillé les rivalités dans ce match. Mais à part ça, c'était plutôt bien, on a été très divertis, et voilà, ça mérite son 4,25. En plus, ce qui fait que pour moi, je passe un bien moment que l'opener, c'est tout simplement la victoire surprise de Ethan Page. Oui, parce qu'à un moment donné, Trick Williams, il enchaîne, il balance ses coups de genoux dans la gueule de tout le monde. Ce qui fait que au moment où il le met sur Ethan Page, en fait, il tombe sur Juvan Evans qui venait de s'en prendre un. Et t'as Shawn Spears qui tire Trick Williams à l'extérieur. Et du coup, bah, l'arbitre, il a pas le choix de compter, hein, parce que Ethan Page, il est allongé sur Juvan Evans. Et ce fait que l'arbitre, il compte 1, 2, 3. Ethan Page, même s'il était KO, devient le nouveau champion de NXT. Alors moi, je suis assez content, honnêtement, je suis assez content parce que, bah, voilà, Trick Williams, j'étais pas trop dans la hype. Et j'ai hâte de voir du coup ce qui va se passer avec ce nouveau champion. Voilà. Du coup, on va passer à la conclusion. Donc pour conclure, on a eu un show, ma foi, plutôt pas mal, hein, comme Money in the Bank, hein, des matchs qui varient entre du 3 à un peu plus de 4 étoiles. Mais il y avait deux problèmes pour moi dans ce show. Le même problème que Money in the Bank, c'est les pubs. Hein, les pubs insupportables, hyper longues, qui en plus, pour la plupart, étaient exactement les mêmes qu'on avait vu à Money in the Bank la veille. C'était insupportable. Et ensuite, l'autre problème, c'est que les matchs étaient très très longs. On sent que la compagnie a voulu donner du temps et tout ça, parce que bah, c'est un PLE, on va laisser du temps à tout le monde. Mais cela, bah, du coup, est problématique, parce que bah, avec Élection, on est habitué à un format de match assez court. Et ce qui fait que là, bah, par moment, sur les matchs les moins intéressants, ça se ressent de fou qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des matchs aussi longs que lorsqu'ils sont, que ceux du roster principal, notamment Roman Reigns et tous ceux qui l'ont affronté. Bref. Après, ça pose pas non plus trop de problèmes. Le show était vraiment très bien. J'ai passé un super moment et tout. Ça, y a pas de souci. C'est vraiment la longueur des matchs pour moi qui vont pas très très bien. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai dit juste avant? On avait la longueur des matchs. Oh, je sais plus. Franchement, je suis en train de perdre le contrôle de moi-même. Je suis en train de m'endormir tellement je suis claqué de ma journée. Et du coup, je perds plus ou moins le fil de ce que je dis. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que Heatwave était un très bon PLE, avec des très bons matchs, variant entre du 3 à 5 étoiles, enfin 3 un peu plus de 4 étoiles, et qui, pour moi, est juste un très bon PLE comme Money in the Bank, mais n'est pas forcément meilleur que Money in the Bank. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.